Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de sexe, de drogue et d'alcool avec les Noctambules. Donc les Noctambules, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une bande dessinée qui s'attaque à la mythique figure, en quelque sorte, du barman et de la barmaid, qu'on a tous croisé dans des soirées, dans des bars, en boîte, n'importe où. Et donc en fait, Pauline Perrolet, donc l'autrice, l'a été pendant 2 ans dans un bar à Bruxelles, en Belgique, où elle travaillait de nuit. Et pendant ces 2 ans, elle a vu des tas de choses, et des tas d'anecdotes, donc les relations aux clients, comment ta vie se décale par rapport à ça. Il a décidé de tout compiler donc, dans cette bande dessinée. Et en fait, là où c'est hyper intéressant, c'est que du coup, on a tous été confrontés donc, à ces personnes et on est toujours de l'autre côté du bar. Et là, ça nous permet donc d'inverser les rôles et en fait de voir ce que peut ressentir le barman, les clients qu'il fréquente, ce qu'il vit, ce qu'il voit. Et c'est hyper intéressant, on peut se retrouver dans certains personnages, on se dit mais en fait ce client c'était moi, ça c'est mon pote, ça c'est le gros lourdeau que je vois toutes les soirées aussi. Ça change un peu même notre rapport au barman, parce que même hier soir j'étais dans un bar, et du coup ça m'a fait bizarre quand j'ai vu un barman, parce que je pensais à ces bouquins et je me dis, en fait il y a toute une histoire, etc. derrière. Donc c'est plutôt drôle, amusant. Tous les personnages en fait sont des animaux anthropomorphisés, et ça permet aussi donc d'aller à la simplicité du truc, c'est-à-dire s'il se mettra en colère, ce sera un rhinocéros, etc. Enfin, parce que la simplicité, c'est vraiment aussi quelque chose de, comment dire, un maître mot de ce livre où en fait c'est juste simple et juste, et c'est pour ça que ça vise juste. Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous parler d'un énorme coup de cœur manga. Il s'agit de l'Atelier des sorcières chez Pika. Alors, de quoi ça parle? Ça raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle Coco dans un univers où la magie existe. Donc elle est partout, elle est par exemple dans les sources, dans certains objets et tout ça. Mais tout le monde ne peut pas pratiquer la magie. Pour ça, il faut avoir des dons qui s'acquièrent en fait à l'enfance. Quand on est, soit on a des dons, soit on n'en a pas. Et si on n'en a pas, eh ben, on ne sera jamais sorcier. Malgré ça, Coco, donc, elle n'a pas de dons, mais elle aimerait quand même devenir une sorcière. Et elle ne peut pas. Un jour, il y a un sorcier qui débarque au village. Et en fait, la particularité des sorciers dans ce monde-là, c'est qu'ils pratiquent leur magie en cachette. Du coup, on ne sait pas comment ils font. Et elle décide de l'espionner pendant qu'il pratique sa magie. Et elle réalise que pour pratiquer la magie, eh ben, il dessine tout simplement des pentacles, donc des espèces de motifs ronds très grands avec beaucoup d'habileté. En fait, c'est juste comme ça qu'il fait pour pratiquer sa magie. Du coup, elle décide d'essayer de son côté avec un flacon d'encre spéciale qu'elle a reçu quand elle était toute petite. Et elle arrive à faire des sorts incroyables, tellement incroyables que sans faire exprès, elle détruit sa maison. Le sorcier voit ça et il lui dit bon bah je vais t'aider à réparer les dégâts, tu vas venir avec moi, tu vas venir dans mon école de magie, tu vas devenir une sorcière et tu vas apprendre à maîtriser la magie. Donc vous voyez, j'ai le smile en racontant ça parce que évidemment moi les histoires de sorcières, j'adore ça et là on est complètement dedans. Alors évidemment ça fait un peu penser à Harry Potter, mais c'est quand même un monde qui est tout nouveau. Déjà cette façon de pratiquer la magie en dessinant, c'est vraiment nouveau et ça marche super bien. Et puis l'univers de manière générale, il est trop beau esthétiquement, il est vraiment très très stylé, les personnages sont magnifiques, l'ambiance est trop cool, on sent que la dessinatrice elle gère. La dessinatrice d'ailleurs elle a un trait qui est un peu international, qui n'est pas complètement japonais parce qu'elle a travaillé aux États-Unis et ça se sent, donc c'est assez abordable même pour les gens qui n'ont pas l'habitude de lire du manga. Donc pour l'instant, il n'y a qu'un seul tome qui est sorti, mais moi je le trouve hyper prometteur. J'espère vraiment que la suite sera aussi cool. Ici, c'est une édition de luxe, elle est très jolie en plus. Elle vient avec un artbook, mais vous l'avez aussi en édition normale pour moins cher. Que ce soit en deluxe ou en normal, je vous conseille vraiment, vraiment de le lire. C'est trop cool, l'Atelier des sorciers. Alors cette semaine, je vais vous parler de Walking Dead tome 29. Non, je déconne, en fait, je vais pas du tout vous parler de Walking Dead tome 29. Je vais juste vous parler de la nouvelle série de Robert Kirkman, l'auteur de Walking Dead. C'est la nouvelle petite tuerie qui s'appelle Oblivion Song. On a une énorme chance en France, c'est-à-dire qu'on a une sortie simultanée avec les Américains. Vous savez, les Américains, ils lisent des petits fascicules. Donc ces fascicules, en fait, c'est l'équivalent d'un chapitre. Nous, on en a 6 directement sortis dans un album relié et cartonné. C'est traduit en français. Les Américains devront attendre 6 mois. Donc autant vous dire que là, on a une espèce de chance incroyable. Mais ça ne vous dit pas pourquoi c'est génial, puisque l'histoire est vraiment cool. On est encore dans un environnement post-apocalyptique. Pas de zombies cette fois. On est, en fait, il y a toute une ville qui a disparu. Elle est passée dans un autre espace-temps, un monde parallèle, un truc un peu comme ça. Enfin, vous comprendrez mieux si vous lisez. Et on suit ce type qui, depuis 10 ans, en fait, essaye désespérément de sauver des gens qui sont prisonniers dans cet espace-temps. Il en a sorti pas mal, puisqu'il a trouvé une solution pour repasser de notre monde à ce monde parallèle.
Il les a ramenés au compte-gouttes et puis ça fait un petit moment qu'il n'arrive plus à en trouver. Alors que notre histoire commence, le gouvernement a décidé de lui retirer les financements. Donc là, ça devient un peu catastrophique pour lui. Et il s'avère qu'il a une raison toute particulière de rechercher quelqu'un. Vous vous doutez bien que s'il s'y est voué corps et âme, c'est parce qu'il avait quelqu'un qui voulait sauver. Et c'est comme ça que ça démarre. Donc la série vous en met déjà plein la tête dès le premier tome. Le petit bémol, c'est peut-être qu'on ne sait pas jusqu'où Kirkman va nous emmener, s'il faut encore qu'on se coltine 29 tomes comme Walking Dead, et plus encore, ça fait un petit peu peur. Mais je pense que là, il va aller sur quelque chose d'un peu plus condensé, puisque dans ce premier tome, on a déjà beaucoup d'éléments. Je vous ai donné à peine le premier chapitre. Donc je vous invite vraiment à découvrir cette saga qui devrait faire sens. Et puis vraiment un grand merci à toute l'équipe de Delcourt qui arrive à nous sortir ça en même temps. Donc c'est Thierry Mornet de chez Delcourt Comics qui a réussi ce petit exploit. Et vraiment, je vous invite à découvrir cette nouvelle série qu'il faut découvrir d'urgence pour tous les amateurs de comics. Cette semaine, le forcing peut commencer, puisque mon coup de cœur, c'est Deathstroke tome 1, Deathstroke Rebirth, même tome 1, paru chez Urban Comics, c'est sorti il y a tout juste une semaine, à l'heure où vous regardez cette vidéo. C'est écrit par Christopher Priest, et vous savez à quel point j'aime beaucoup Christopher Priest, qui m'a régalé sur son run de Black Panther. Je vous invite d'ailleurs à regarder cette vidéo si vous ne l'avez pas faite, et qu'on retrouve donc là avec plaisir chez DC Comics. Il faut savoir que quand Christopher Priest a fait son retour dans l'industrie du comics, ça faisait 10-15 ans qu'il s'en était éloigné. Donc là, c'est son premier nouveau travail chez les Big Two. Et donc il s'agit de Deathstroke, et justement Deathstroke il avait pas mal souffert ces dernières années parce que les séries qu'il y avait eu avec notamment Anthony S. Daniel au scénario et au dessin, bah, c'était plutôt beau, mais qu'est-ce que c'était con, c'était ultra bourrin, c'était ultra violent, donc en termes de nanar série B, machin, c'était un petit plaisir coupable, mais putain ça volait vraiment pas très haut. Et du coup Christopher Priest, bah, c'est un scénariste plutôt intelligent, voilà, donc il va venir nous parler de Slade Wilson qui a cette caractéristique déjà d'être un mercenaire. Donc on va être dans des intrigues qui sont à la fois, on va dire, urbaines, mais aussi politisées à mort, puisque mercenaire il est employé par des gens qui ont des intérêts. Donc on commence notamment avec Slade Wilson qui est entraîné dans un conflit dans un pays africain avec un seigneur de guerre qui va en gros continuer de pouvoir massacrer ces civils en toute impunité sans que les États-Unis n'interviennent par exemple, donc ça parle aussi d'interventionnisme. C'est des thématiques à laquelle on ne s'attend pas forcément à voir au début, et puis en même temps Slade Wilson c'est un personnage qui a une histoire assez compliquée, notamment avec sa famille, sachant qu'il a 2 fils avec lesquels ça s'est très mal passé, sa femme aussi ça s'est pas bien passé, c'est elle qui lui a d'ailleurs lui a causé la perte de son œil par exemple, et une fille légitime. En gros, bah, y a une famille dysfonctionnelle, hein, on peut le dire clairement, donc il y a beaucoup de bails aussi de ce côté-là, et ça fait une intrigue qui est généreuse, qui est complexe, qui est pas facile à aborder, ça je vous l'accorderai, il y a par moments, c'est un petit peu flou, il faut un peu parfois relire pour bien comprendre ce qui s'est passé, et justement parce que Priest en plus n'a pas un fonctionnement où on fait un arc avec un début, un climax et une fin, et après on part sur un nouveau truc, c'est vraiment une intrigue qui est sur du long terme et qui se suit de fil en aiguille, c'est-à-dire qu'arrivé à la fin du tome, bah, on se dit, mais attends, il y avait pas un point d'orgue, un point de chute, bah non, parce qu'en fait ça va vraiment continuer sur des numéros comme ça, donc je vous le dis, il faut s'investir un petit peu, mais l'investissement il a un très bon retour, donc moi je suis vraiment ultra fan de ce qu'il fait. Les dessins, il y a du Carlo Pagulayan et du Joe Bennett. Alors Joe Bennett il est carré dans ce qu'il fait, ça reste du mainstream, Carlo Pagulayan aussi, moi je trouve ça plutôt beau si on aime le mainstream, forcément si vous recherchez des dessins plus typés indé, ben c'est pas là-dedans que vous le retrouvez, mais vraiment, j'en parlais déjà quand le kiosque Suicide Squad débarquait chez Urban Comics, et je disais que Deathstroke, ben, c'est l'atout de cette série, c'est vraiment l'argument de vente, ben là maintenant que c'est en album, n'hésitez pas, je tiens à le dire aussi, même si c'est preuve de rien, mais la série a été nommée aux Eisner Awards, voilà, donc je dis ça, je dis rien, mais c'est de la bonne.